l'invité de la matinale. KTO Radio. La loi sur la fin de vie est de retour à l'agenda politique. Ce qui n'est encore qu'un projet de loi doit être débattu au Sénat pendant une grosse semaine à partir du 20 janvier prochain. On fait le point sur l'état actuel du texte avec la présidente d'Alliance Vita. Bonjour Anne-Charlotte Rimaud. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous ce matin. Alliance Vita, association fondée en 1993 et qui défend la dignité de toute vie humaine. On va interroger avec vous l'importance de l'information des Français autour de la fin de vie, l'importance de la formation aussi autour de cette question. On va y revenir d'abord, petit récapitulatif d'où on en est de ce projet de loi. Il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en mai dernier, puis la navette parlementaire a été interrompue à cause de l'instabilité gouvernementale. La loi est arrivée au Sénat en ce début 2026. Il y a une commission des affaires sociales du Sénat qui a remanié ce texte mercredi dernier avant qu'il ne soit présenté et débattu au Sénat. Ce sera donc à partir du 20 janvier prochain. Alors, les sénateurs ont donc remanié ce texte, ne parlant plus d'un droit à l'aide à mourir, mais d'une assistance médicale à mourir. Qu'est-ce que ça change ? Oui, alors merci d'avoir rappelé le contexte. Je voudrais juste rappeler aussi la suite du processus législatif, c'est-à-dire que le texte doit être voté dans les mêmes termes pour pouvoir après être promulgué. Donc là, on est en seconde lecture à l'Assemblée, au Sénat, pardon. Et puis après, donc il y a une navette qui fait qu'il va revenir à l'Assemblée nationale, puis de nouveau au Sénat. Et si les sénateurs et les députés ne tombent pas d'accord, eh bien on aura une commission mixte paritaire. Puis finalement, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Vous avez raison d'insister, c'est toujours un peu complexe, effectivement. Oui. Ben oui, c'est complexe. Et puis comme le processus s'étale dans le temps, parfois les auditeurs sont un peu perdus. Rappelons aussi, vous avez dit l'instabilité gouvernementale, mais également la priorité que fait le président Emmanuel Macron de cette loi fin de vie. Il l'a rappelé lors de ses vœux en début d'année. Alors voilà. Et sur cette assistance médicale à mourir, donc on parlerait en tout cas en l'état actuel de ce texte au Sénat, non plus d'un droit à l'aide à mourir, mais d'une assistance médicale à mourir. Ben oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, au-delà du vocabulaire, c'est que les sénateurs valident le suicide assisté et l'euthanasie, qui ne sont toujours pas nommés explicitement. Ils ont beau peut-être revendiquer la portée avec, en rebaptisant un peu ces termes avec l'assistance médicale à mourir. En réalité, ils entérinent le fait de donner la mort intentionnellement comme une réponse à une souffrance. Et ça, c'est grave. C'est très, très grave. Et nous, on est profondément inquiets. Vous voyez que l'expression assistance médicale à mourir, elle crée une forme de confusion parce que on se dit assistance médicale à mourir, est-ce un soin ? Voilà, il y a une confusion dangereuse entre justement la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui a été rentrée depuis la loi Claes-Leonetti en 2016, et justement cette proposition en fait d'assistance médicale à mourir, qui n'est ni plus ni moins que de l'euthanasie ou du suicide assisté. Et qu'en est-il dans ce remaniement de texte des garde-fous qui encadrent la prise d'une telle décision ? Est-ce qu'ils en ont parlé aussi, oui ? Ben oui, ils en ont parlé, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a changé un petit peu les mesures adoptées par rapport au texte initial à l'Assemblée nationale. Ça a été profondément remanié. En fait, il y a une forme de leurre, parce qu'on croit que ça a été un peu peut-être amoindri. En réalité, je vous le disais, hein, l'assistance médicale à mourir, derrière ce mot-là, en fait, les sénateurs valident le suicide assisté et l'euthanasie. Mais, en effet, il y a quelques modifications par rapport au texte initial, et notamment sur le fait que ce soit les personnes qui soient éligibles soient des personnes qui soient réellement en fin de vie, avec un pronostic vital engagé à court terme. Alors, on pourrait croire que c'est finalement peut-être un moindre mal. En réalité, en fait, derrière tout ça, il y a beaucoup de garde-fous qui tombent aussi, puisque le délai de réflexion tombe, la consultation avec un psychologue tombe aussi. Voilà, tout ça crée en fait quelque chose de précipité et une suppression de notion de durée dans la procédure, parce qu'en fait, voilà, tout va très très vite. Et à quoi on peut s'attendre à l'issue des débats au Sénat ? Alors, à l'issue des débats au Sénat, ça, moi, je ne sais pas trop ce qui va se passer, c'est évident, parce que les sénateurs vont devoir réfléchir, vont devoir
Malheureusement, ils n'auront pas beaucoup de temps, puisque comme vous le savez, tout est un peu accéléré, hein. Le vote est prévu le 28, donc tout ça, c'est rapide par rapport à une loi qui n'est pas une priorité aujourd'hui pour les Français, hein. Vous savez, les Français, ils n'attendent aujourd'hui, ils ont pas besoin de ça. On voyait un sondage BFM TV en début d'année. Les priorités des Français, c'est le pouvoir d'achat, l'amélioration du système de santé, la sécurité, absolument pas la légalisation de l'euthanasie. Voilà, peut-être que les sénateurs vont quand même remarquer que dans ce texte, il y a une forme déjà cette confusion dangereuse qui est introduite entre la sédation profonde et continue jusqu'au décès et l'euthanasie. En fait, on a l'impression que dans cette proposition, l'euthanasie et la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté serait la continuité de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Je tiens à rappeler que cette sédation profonde et continue jusqu'au décès, dans cette pratique-là, c'est-à-dire que les médecins utilisent cette solution-là quand on sent que la personne est vraiment en fin de vie, mais avec l'intention, c'est de la soulager, l'intention n'est pas de la tuer. Alors que le geste létal, l'intention est réellement de tuer, on le sait. Dans la pratique de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, le patient décède de sa maladie. Dans la pratique de l'euthanasie, le patient décède de l'euthanasie. Ce n'est pas la première fois ces derniers mois, hein, bien sûr, qu'on parle de ce projet de loi sur la fin de vie. Pourquoi il est important de continuer à le faire, d'en parler, de continuer à informer sur la fin de vie ? Oui, dans cette proposition de loi sur la fin de vie, en fait, si c'est important de former et d'informer, c'est qu'on est tous concernés. Voilà, je crois qu'on sera tous, s'il y a quelque chose qui est universel, c'est qu'on sera tous un jour confrontés à notre mort. On a été confrontés, pour la plupart d'entre nous, à la mort d'un proche. On sait combien la confiance avec le personnel soignant, les médecins qui ont pu accompagner nos proches, elle est essentielle. Si vous perdez la confiance entre les soignants et les soignés, comment voulez-vous avoir cette forme de sérénité que l'on peut d'ailleurs trouver dans les services de soins palliatifs. Les soins palliatifs, pour le coup, c'est une priorité. C'est une priorité pour les Français. On sait très bien que aujourd'hui, les moyens alloués aux soins palliatifs ne sont pas suffisants. Je rappelle que 20 départements sont dépourvus en France d'unités de soins palliatifs et que finalement, la moitié des patients qui auraient besoin de soins palliatifs n'y ont pas accès. C'est énorme. Et, vous avez parlé d'une enquête BFM TV. Je voulais en citer une autre, Anne-Charlotte Rimaud, publiée en décembre dernier par les associations familiales catholiques, qui met notamment en avant la méconnaissance des Français sur le sujet de la loi sur la fin de vie et du cadre général d'un suicide assisté. Comment vous analysez ce constat ? Les Français n'ont pas été assez avertis, informés ? Alors, je pense que les Français, finalement, peut-être se découragent de se former ou de s'informer sur ce sujet-là. Vous voyez, on a parlé de vocabulaire en début d'interview. En fait, rien n'est clair. Rien n'est clair et finalement le fait que ça dure dans le temps, peut-être aussi que ça crée une forme de confusion, vous l'avez dit, hein, et du coup voilà, on arrive on arrive à cette situation-là où on ne sait plus trop où on en est, où en est le texte, quelles sont réellement les conditions d'accès, c'est quoi ce que ça va finalement changer pour les Français, mais en fait c'est radical ce qui va se passer si ce texte est voté. Et ces réflexions sur la fin de vie seront notamment donc au programme des universités de la vie qu'Alliance Vita organise chaque année, Anne-Charlotte Rimaud. Elles ont lieu le 19 janvier, le 26 janvier et le 3 février prochain. C'est sous forme d'un cycle de conférences sur les enjeux actuels de la bioéthique. Qu'est-ce qui est prévu sur la fin de vie, justement ? Alors, merci de le rappeler. En fait, avec Alliance Vita, nous avons 3 missions. Écouter, former, mobiliser. Voilà, je crois que sur la partie mobilisation, j'ai pu vous expliquer ce qu'on pouvait faire, notamment en alertant les sénateurs, parce que je voudrais conclure quand même sur le sujet de la fin de vie. Nous, on appelle vraiment les citoyens à alerter les sénateurs sur la dangerosité de ce texte de proposition de loi sur la fin de vie. Voilà. Et donc, dans notre mission de formation, eh bien, nous organisons ce cycle
cycle de formation bioéthique annuel, qui est conçu, proposé par Alliance Vita, qui existe en France depuis 2006, qui a formé aujourd'hui plus de 80 000 personnes. Et aujourd'hui, le thème proposé est le corps dans tous ses états. C'est un cycle de formation qui est proposé dans plus de 200 villes de France et que vous pouvez vous renseigner sur le site de l'Université de la Vie pour avoir plus d'informations et trouver la salle qui se trouve le plus proche de chez vous. Et donc, vous allez parler notamment de la fin de vie. Pourquoi c'est important de former également sur les enjeux liés à la fin de vie, sur le rapport à la douleur, par exemple, ou au vieillissement ? Parce qu'il est toujours temps pour pouvoir se forger une opinion sur un sujet, prendre le temps de se former, de s'informer, et puis de connaître le contexte, les enjeux, qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et pour ça, je pense que c'est un beau cadeau à s'offrir que de s'inscrire à cette université de la vie, même à offrir d'ailleurs, prendre un temps pour s'arrêter. On est dans une société avec un rythme de vie parfois un peu effréné, des progrès médicaux, scientifiques qui sont à la fois merveilleux, mais aussi parfois un peu vertigineux. Et du coup, c'est vraiment ce que propose le cycle de formation l'Université de la vie d'Alliance Vita. Et Anne-Charlotte Rimaud, qu'apporte à notre société actuelle, si on revient sur la fin de vie, sur ces débats-là, la pensée chrétienne dans le cadre de ces débats autour du suicide assisté? Quel argument objectif il est important d'entendre selon vous, que l'on soit croyant ou pas d'ailleurs? Peut-être que la vie, elle mérite d'être vécue depuis son début jusqu'à son terme naturel. Et on le voit, tout ce qui peut se passer autour de la fin de vie, ce sont des moments qui sont en général des moments qui sont très forts. On s'en souvient de l'accompagnement d'une personne. C'est quelque chose qui marque, qui marque une famille. Et je pense que dans une vision aussi chrétienne, c'est important de pouvoir donner sa dignité à une personne jusqu'au terme de sa vie. Et sur ces universités de la vie, pour conclure, c'est encore possible de s'inscrire, d'y participer ? Bien sûr, ça commence la semaine prochaine. Vous pouvez vous inscrire sur l'université de la vie.fr et puis vous aurez accès à un carnet du participant. Vous aurez accès aussi à des rediffusions. Vous pourrez prendre le temps. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui c'est important de pouvoir se former. Et alors du coup, on a vraiment trois thématiques, trois soirées, trois thématiques. La première, prendre corps. La deuxième, vivre. Alors première avec bien sûr plutôt tournée sur le début de vie, avec toutes les découvertes, notamment du développement prénatal, la fertilité également. La deuxième soirée sera plutôt liée sur le vivre encore, justement réflexion sur la mort, le sens de la vie, le grand âge, essayer de regarder aussi quels sont les enjeux liés au grand âge aujourd'hui, les enjeux éthiques autour de l'euthanasie. Et puis la troisième soirée sera consacrée à faire corps, parce qu'en fait, vous comme moi, nous vivons avec notre corps. Notre corps, il est à la fois merveilleux et en même temps, il nous fascine et puis en même temps, il nous questionne. Et c'est aussi la vulnérabilité de notre corps qui crée la solidarité. Si nous sommes tous vulnérables, c'est aussi comme ça que ce corps social se crée et que nous pouvons, nous voyons notre société prendre soin des plus fragiles. Alors c'est vraiment la baseline d'Alliance Vita, solidaire des plus fragiles. Et on voit la force d'une civilisation à la solidarité qu'elle peut développer. Et donc, programme complet à retrouver sur alliancevita.org. Merci beaucoup Anne-Charlotte Rimaud d'avoir été avec nous ce matin. Merci Maxence.